Alors, dans cette leçon, on va continuer un peu notre découverte des bases, on va dire, d'Unreal. Et là, on va, donc j'ai exactement la même scène que là où on s'est laissé, j'ai rien touché du tout. Et on va pouvoir déjà supprimer un petit peu, donc on va sélectionner ici nos petits escaliers, on va faire la touche Sup. Ce que je vais vous proposer de faire sur ce tout premier exo, c'est en fait tout simplement manipuler un petit peu l'outil, juste pour placer des géométries, les déplacer et tout, pour se faire la main. C'est important de se faire la main à chaque fois, d'utiliser les outils qu'on voit dans le tuto parce que bah, il faut que vous puissiez assimiler les informations et du coup là on fait un petit exercice donc tout simple, on va juste venir ici construire. Alors je vais nettoyer un petit peu ma scène, c'est-à-dire que là je vais venir cliquer certains éléments, je vais les enlever, le son et tout. Et on va commencer ici par se faire une petite pièce. Donc hop, donc je viens en fait les dropper et après avec les outils WER, je viens par exemple scale. Donc en l'occurrence là je vais désactiver les échelles en fait qui suivent la grille. Donc là hop, je vais me faire une petite pièce je pense avec juste des blocs. Ça va nous aider déjà à comprendre ça. Je vais enlever le sol qui est là. Je vais venir à chaque fois donc dupliquer mes blocs. Vous pouvez faire votre propre pièce, hein. On va même supprimer les chaises et tout. Ici, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et on viendra après, avec les quelques props auxquels on a accès dans notre content browser, on viendra habiller tout ça. On va pouvoir ici venir rotate un peu des blocs. On va essayer d'aller chercher. Pareil, je vais désactiver la grille. Donc vous pouvez, si vous voulez être plus libre quand vous vous déplacez pour éviter que ça se crante un petit peu quand vous vous déplacez là, pensez bien à enlever ici les différents éléments de snapping. Ça va vraiment vous aider à travailler plus aisément, je pense. Surtout que là, on n'est pas obligé de faire de la précision. On va se créer des petits murs, des petits blocs verticaux. Après, vous verrez là-dedans, on pourra créer 2-3 effets, mettre un peu de matériaux. Et je pense que dans la leçon juste après, on ira un peu plus loin, c'est-à-dire que toujours en utilisant uniquement le starter content et les blocs de base, on ira carrément essayer de se faire une scène un peu plus avancée, qui concernera encore une fois le côté visuel. On va aborder dans ces leçons justement tout ce qui est un petit peu blueprint, les lumières, enfin voilà, il y a quand même des notions de base que avec cette découverte vous devez avoir et donc je vais essayer de vous apporter. Vous voyez que vraiment là, essayer de vous créer. Alors oui, c'est pas aussi performant que ce qu'on pourrait avoir sur par exemple un outil comme Maya ou Blender ou Max, hein, parce que bah on est un peu plus limité forcément en termes de positionnement des blocs qu'on peut faire. On peut pas par exemple venir extrude et tout. Alors utilisez bien, faites attention parce que quand je fais ce premier exercice, des fois il y a je vois certains élèves récupérer en fait ici dans géométrie la box, celle-là, qui est pas du tout la même. Alors cette box là, vous voyez, on peut normalement, il me semble, déplacer ces points. Elle a beaucoup plus de fonctionnalités, mais en réalité elle est un peu plus complexe. Moi je m'en sers quasiment jamais. Je vais rester ici sur le basique et utiliser les cubes de base. Alors pour dupliquer, on se rappelle, c'est Alt clic gauche. Et là par exemple, vous savez sur la rotation, par contre je vais activer les degrés de 15 en 15, comme ça je peux être un peu plus précis sur ce que je fais. On va s'ouvrir ici dans le Content Browser, on va se mettre les props et on va par exemple sélectionner SM Door Frame et mettre une porte. Ce qui est vraiment bien dans Unreal, c'est que les éléments souvent ils sont déjà à l'échelle. Donc ça vous permet d'avoir des points de référence. Là, vous voyez, par rapport à la hauteur de ma pièce, est assez haute. Donc il faut que je fasse attention quand même, à pas que ce soit un hall immense. Donc là, je viens, j'adapte et tout. Je vais peut-être pouvoir aussi mettre des frames de window, donc des petites fenêtres. Comme ça, je peux venir ici habiller au mieux. Alors on va se faire un truc, c'est que bon, ça va un peu déformer. C'est pas grave, on va ici faire l'outil échelle pour scale et faire un peu comme une baie vitrée.
Voilà, je vais en mettre à différents endroits. Donc là, on prend notre temps, hein. De toute façon, on est là vraiment pour réussir à mémoriser un petit peu les manipulations de base. Ne serait-ce que cet exercice pour réussir à tourner. C'est-à-dire essayer de faire des mouvements comme ça, vous arrivez à passer à travers les fenêtres pour voir si vous arrivez à bien gérer la caméra en fait. Parce que gérer sa caméra quand vous utilisez un logiciel de 3D, c'est absolument essentiel pour travailler confortablement. C'est-à-dire que si vous avez sans cesse des problèmes avec votre caméra, vous allez perdre du temps, vous allez être moins efficace et tout. Et du coup, c'est important d'être sûr que vous maîtrisez bien ça. Et pour être sûr que vous maîtrisez bien ça, bah là, faites-vous essayer. Donc là, vraiment, j'utilise juste les flèches directionnelles et clic droit. Clic droit pour déplacer ma caméra, justement. Donc si vous pouvez essayer et réussir. Bien entendu, comme à chaque fois, bah moi je suis hyper preneur de toutes vos réactions suite au tuto. S'il y a des choses qui, par exemple, faut savoir qu'un tuto ça se met à jour sur la plateforme. Donc un tuto qui se met à jour, ça veut dire que si vous donnez certains retours, bah, on peut venir update. Ce sera le cas aussi si par exemple il y a peut-être des informations qui évoluent vraiment avec le temps, qui changent un peu ben, certaines infos que je peux vous donner. Bah voilà, un tuto ça peut être mis à jour, donc ça c'est quand même extrêmement pratique. C'est quelque chose que je vais essayer de respecter quand même. Ici, on peut prendre plusieurs objets, donc en s'en souvenant, ça nous permet de retester les sélections de groupe. Donc avec CTRL, je peux prendre plusieurs objets et je peux venir faire par exemple ici un outil échelle sur deux objets en même temps. Donc on va essayer ici d'avoir un certain relief. Essayer de le faire sérieusement, même si c'est pas forcément le. ça- Moi, je m'amuse, hein, honnêtement, ça reste assez fun quand même de. De manière générale, Unreal est un outil qui est extrêmement agréable à manipuler et que je trouve moi très ludique. Hop, on va dupliquer ici. Ça sert à rien de recréer une nouvelle boîte à chaque fois, c'est-à-dire que moi je vous conseille pour aller plus vite de réussir à dupliquer justement, dupliquer un petit peu vos vos différents blocs. On va se tourner, venir ici, créer un nouveau bloc de mur. Voilà. Vous voyez que déjà en ayant un peu dupliqué, on était parti de rien. On va sauvegarder rapidement, on va faire File, Save All. Hop. Faudra qu'on se fasse, il y aura une leçon, hein, vous inquiétez pas, je l'ai déjà dit, mais vraiment sur les sauvegardes qui sont un peu particulières. Un peu particulières, alors pas vraiment, hein, vous inquiétez pas, mais c'est juste qu'il y a deux trois notions à au moins assimiler pour être sûr de ne pas faire de bêtises quand on sauvegarde avec Unreal. On va continuer ce qu'on fait, placer nos blocs. Et on touche au but, hein, je pense. On va réussir à conserver en fait. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais peut-être pas fermer intégralement la pièce. Je vais faire comme si c'était une vue à moitié ouverte, c'est-à-dire que je vais fermer les murs qui sont là et comme si je plaçais un peu ma caméra comme ça pour voir la scène. Continue le bloc. Je vais dupliquer ce bloc-là pour créer du relief sur le mur. Voilà. On fera aussi des plaintes, on mettra des blocs au sol pour modéliser un peu ça. De manière générale, quand vous faites des bâtiments en 3D, il faut toujours essayer de respecter en fait un des trucs qui fait qu'une image a l'air, par exemple, ben, plus ou moins crédible, c'est sa cohérence. Et en toute cohérence, quand vous regardez une pièce autour de vous ou quoi, ben c'est assez rare que tout soit lisse. C'est-à-dire que dans la vraie vie, quand vous regardez un sol, ben il y a des plaintes, des fois il y a des petites carlettes, il va y avoir dans les angles des fois des renforts un peu pour soutenir la structure. On va pouvoir avoir de la charpente qui apparaît par endroits et tout. Et il faut vraiment penser à tout ça quand vous êtes en 3D parce que c'est parce que vous faites attention à ce genre de détails que vous allez faire des scènes qui ont une certaine richesse et qui sont pas juste un cube. Un vieux cube tout lisse.
Et ça, j'ai envie de dire, c'est le minimum en fait. C'est le minimum d'avoir un petit peu de relief sur ces murs et tout. Si vous prenez les jeux d'aujourd'hui, bien entendu, c'est respecté. Et c'est ça aussi qui fait que parfois c'est joli. Il y a d'un côté vraiment la qualité des modélisations que vous faites avec, ben voilà, vous pouvez être très très bon en modeling par exemple, mais être un peu nul ou mauvais, moins performant en mise en scène. Et du coup, ben, le fait que vous soyez très bon en modeling, ben, finalement ça va vous servir, mais ben, vous n'allez pas exploiter le plein potentiel de ce que vous créez. Parce que justement, vous faites pas assez attention à certaines choses. Donc en 3D, il suffit pas juste de modéliser ou quoi, il suffit vraiment d'être attentif. Je pense qu'on a cette comparaison avec le dessin qui peut se faire, où quand on dessine, il faut être extrêmement attentif au monde qui nous entoure. Si vous parlez voilà, avec des dessinateurs professionnels, bah, ils vous diront tout le temps que eux, bah, par exemple quand ils sont dans le métro, quand ils sont dans n'importe quel endroit, en fait, ils ont un œil, ils essaient de comprendre comment le monde il est fait, et ça c'est quand vous êtes artiste, selon moi, c'est une des choses les plus importantes, vraiment dans toutes les disciplines. L'architecture, la sculpture, la création d'objets, enfin voilà, quoi, c'est le monde. C'est-à-dire que même pour refaire, même parce qu'il y en a qui vont me dire oui, mais Maxime, par exemple, moi je fais du cartoon ou quoi, donc bah, même le cartoon, il s'inspire énormément du réel et de comment les choses elles sont, pour justement les hypertrophier, pour les schématiser différemment, les représenter en fait. Et donc si vous prenez par exemple des choses comme ce que fait Pixar, bah, Pixar à l'heure actuelle, on a des formes à chaque fois qui sont par exemple très cartoon, très rondes et tout, très fortes en termes de silhouette. Mais dans les faits, quand on regarde par exemple les surfaces, les textures, les éclairages qu'ils créent, bah, ils ont une densité de détail qui est quand même assez réaliste au final. Donc c'est toujours un mélange des deux. Donc là, vous voyez, j'ai une petite pièce. On s'était dit qu'on mettait des plaintes, donc on va venir dupliquer ici les blocs de sol, enfin les blocs, pardon, de mur, et en faire des plaintes en les remettant à l'échelle comme ça. Je vais essayer de le dupliquer le long pour avoir la même hauteur de plainte. Hop, on va la faire en deux parties ici parce qu'on a la porte qui peut s'ouvrir ou se fermer. Donc il faut faire attention. Vous voyez, le pivot ici, il est bien placé, donc on peut ouvrir ou fermer la porte. On place tout ça. Voilà. Ici, je vais peut-être mettre un bloc différent avec des petits escaliers. Après, on ajustera un peu les matériaux et tout ce qu'on peut mettre. Voilà. Bon, je vais juste mettre un seul bloc d'escalier. Et voilà, on a une petite pièce. Il nous manque des plaintes ici. Et c'est vraiment d'aller sur la même, voilà, un peu la même chose que moi avec vous voyez là, du volume sur les murs, du volume partout. Je vais dupliquer ça en toute la base. Là, on va faire une sélection. On prend toutes les plaintes qui sont là au sol. Hop, on les clique avec Shift du coup. Shift clic gauche, on sélectionne tout ça et on va les monter en l'air avec Alt et on va les dupliquer comme ça. Hop, celle-là on va la supprimer, on va en faire une seule. Et voilà, on a une petite base, hein. Déjà, si vous faites des petits prototypes et tout, je sais pas quand. Le blocking, je trouve, moi, est extrêmement important quand vous faites des scènes en 3D. Alors là, les fenêtres, elles sont un petit peu. Je vais peut-être plus les rentrer, vous voyez, les enfoncer dans les trous pour que ça ait l'air un peu plus crédible. Bon, là, elle vole, celle-là. On va dire qu'elle est pas placée encore, on va les enlever. Hop. Mais vous voyez, en fait,
bah, quand vous faites des blocs de base, des maisons ou quoi, vous pouvez très rapidement construire, hein. C'est pas, il faut pas être encore une fois un dieu en modeling ou avoir passé des années à faire du modeling pour pouvoir justement représenter les formes avec un peu d'intérêt. Par exemple là au niveau des piliers, celui-là, je vais peut-être le réduire, baisser, et voilà. Ça reste simple, tout reste extrêmement simple. Simple et efficace, comme on dit. Donc là, on a notre petite base. On va se mettre. Bon, on n'a pas énormément de props, on va dire, d'habillage. Mais on peut mettre par exemple des vitres. Et ici, je peux venir essayer de glisser des vitres dans les fenêtres. On va réduire un peu leur taille. On ira aussi là, dans toute première introduction, essayer de teinter les vitres. Tiens, juste pour le plaisir après. Pour voir comment on peut faire un petit peu ça. Voilà. Hop, vous voyez, elle est assez haute, donc on va la baisser un petit peu. Là, on a un petit trou, il faut faire attention, on va essayer de le combler. Je vais essayer de dupliquer ce bloc et d'en refaire ici plus une colonne pour le coin. Voilà. On a nos vitres qui sont placées. Si on n'en a pas, on va dire qu'elle n'est pas encore mise. On va avoir des lampes. Donc là, la lampe, elle est inversée. Malheureusement, on va juste la retourner. Comme ça, on peut la mettre ici. Par exemple, dans le coin. On va essayer d'habiller un petit peu tout ça. Donc on va mettre une lampe aussi sur cet endroit-là. Je vais voir, si je drop ici et que je fais juste une rotation, au moins je suis sûr qu'elle touche vraiment le sol. Là des fois faut faire gaffe à ce que vos objets ils volent pas un petit peu, vous voyez? Parce que c'est pas très gracieux. Après faut pas avoir peur comme ça de rentrer les objets un petit peu dans le sol, hein. Honnêtement c'est pas grave du tout de faire ça. On va pouvoir mettre des petites étagères, par exemple pour continuer d'habiller un peu la scène. Des petites étagères. On va mettre je vais en mettre une sous la fenêtre ici. Hop. On va venir placer éventuellement. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça, vous voyez dans les angles là, on va peut-être pouvoir mettre ce mesh là qui est un peu noir pour justement apporter un petit peu une couche de détail supplémentaire à notre environnement. Voilà. On va mettre ça là. Je vais poser, on va mettre par exemple des petites tables avec des chaises. On se fait un fauteuil. On peut mettre aussi un banc, une couch. Alors de manière générale, moi j'évite de trop rescale, mais vous voyez, si elle est trop grande, vous pouvez peut-être un tout petit peu la réduire, hein, du moment que ça reste discret en termes de transformation. Et surtout quand les matériaux sont assez lisses, en fait, au final, ça passe. Après là, quand on arrive ici, ça fait un peu bizarre, mais on peut un petit peu scale, hein, on a le droit de changer un petit peu la forme générale du canapé. On va faire un L ici, comme ça. Un petit L et on va mettre une lampe de ce côté-là. Peut-être qu'on va grossir un petit peu pour que ce soit un petit peu plus sexy. J'aime pas trop la position de la lampe ici, on va l'enlever. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre par exemple là ici vous voyez ça c'est énorme, on va le réduire un petit peu, on mettra des matériaux dessus après. On va pouvoir créer la table ici, on va la prendre, on va la scaler un petit peu pour faire comme s'il y avait des tables de chevet à côté des canapes. Bon là on peut voir que je manque un petit peu d'espace, on va tricher, hein, on va un peu augmenter la taille du bloc. Voilà, c'est pas très grave. On va mettre les statues dessus, donc on va dropper. Vraiment, c'est votre première mise en scène avec Unreal, donc passer du temps dessus, ça vous coûte rien. Vous voyez que ce qui est pratique, c'est que quand vous droppez, par exemple, si vous voulez exactement que la statue elle se pose sur la table,
Évitez par exemple de la poser par terre et d'après essayer de la remettre. Vous allez beaucoup plus vite si vous visez directement la table en fait. C'est c'est vraiment plus ergonomique. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais le poser sur l'étagère. On va en mettre plusieurs. Tac, on va les bouger un petit peu de. Je ne sais pas ce qu'est cet objet. On va pareil sur les étagères. Là, je vais mettre des versions miniatures des petites boules de matériaux pour habiller un petit peu. Puis on pourra afficher du coup les différents matériaux dessus. On va faire la même chose ici, mais on va pas en mettre autant. On va équilibrer un petit peu. On va en mettre par exemple que 3. Et je vais changer également un petit peu leur orientation pour créer un petit peu du chaos. Le chaos est vraiment important quand vous faites des scènes 3D. La vraie vie, elle est un peu chaotique, hein, tout n'est pas parfaitement ordonné à chaque fois, donc c'est important. Ici, je vais faire un back. Donc je vais juste dupliquer cette zone-là. Je vais faire un back. Et dedans, je vais mettre de la végétation, un petit peu. On est à 20 minutes hein, sur cette leçon, mais voilà, on prend le temps. Sur les exercices, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment jamais couper. C'est-à-dire que quand on fait des exercices, c'est vrai pour quasiment tous mes tutos, hein, je ne coupe pas. En gros, j'estime que c'est quand même intéressant de voir tout de A à Z, même si parfois on peut faire des erreurs, hein. Tout le monde fait un peu des erreurs. Mais vous, d'un point de vue pédagogique, c'est intéressant d'avoir tout le cheminement et de pas avoir juste un moment où ça coupe et tout, et puis hop, je reviens, puis la pièce est finie. Comme ça, au moins, vous pouvez peut-être vous le mettre sur un double écran ou sur voilà, sur un téléphone et puis suivre un peu la progression synchronisée avec moi, quoi. Si on va réduire un petit peu la taille du rocher. Vous voyez là, je scale parce que bah, j'estime que la déformation est pas trop dure, donc encore ça reste cohérent avec ce qu'on essaie de faire. On va venir créer des petits buissons. Bon, c'est pas les buissons les plus beaux du monde, mais au moins ça nous fait un petit tableau végétal dans la scène. Ça dépasse un petit peu. Peut-être je pourrais un peu reculer le bloc, comme ça. Reculer un petit peu pour que ça déborde moins. Voilà. Peut-être épaissir aussi. On va reculer ici et agrandir là. Je vais poser un bloc juste pour soutenir l'ensemble de ce qu'on a fait ici là. Voilà, comme si c'était une. J'aime bien faire des choses cohérentes. Il va venir de très très loin, on va dire, et puis voilà. Il se met là, notre bloc de sol. C'est pas trop mal, on va sauvegarder un petit coup. Alors ça, vous avez des sphères de réflexion, en fait, ça vous sert à capturer un peu l'environnement et à créer en fait des réflexions qui sont sympathiques dans votre scène. Comment ça fonctionne? En fait, on peut pas, sur un moteur comme Unreal, quand on n'a pas le ray tracing d'activer, le moteur est en direct, c'est-à-dire que chaque seconde, il rend plusieurs fois par seconde des images, donc pour pouvoir avoir un visuel sur notre scène. Et pour ça, bah, il y a plein de choses qui sont fakées, donc qui sont fausses. Les réflexions en font partie, c'est-à-dire que par exemple, c'est comme si ça c'était une sorte de caméra qui voit dans toutes les directions. Elle capture une sorte d'image, et en fait, elle se sert de cette image. Vous voyez là, si je déplace en fait si je déplace la sphère, vous voyez que les reflets évoluent ici. Et ça sert en fait à avoir des informations à envoyer dans justement dans les objets qui sont par exemple métalliques ou quoi. Donc c'est une technique qui fonctionne assez bien, notamment quand vous avez des objets rugueux. Là, je sais pas si on voit trop la différence quand je fais mes mouvements. Mais du coup, après, c'est quand on clique sur Build ici, le moteur il analyse un peu comment la scène est construite et en fonction de ce qu'il voit, bah, il crée des sphères de réflexion plus ou moins précises sur la scène. Enfin, ensuite il envoie sur les objets qu'on a dans la scène.
Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Écoutez, je trouve on est pas trop mal hein, ici, hein. Je pense qu'on a fait une petite base suffisante. On va aller ici dans l'onglet, donc plutôt que de passer dans l'onglet matériaux, si je vais rester là, je vais juste passer en Content Browser 4. Et là, je vais aller chercher par exemple les matériaux. Et on va faire ce qu'on avait prévu. Donc on va venir attribuer des matériaux. Alors les trucs de base, genre orange et tout, on va les laisser. Vous verrez que ça va être compliqué d'aller venir mettre des. On peut hein, mettre un petit peu des textures sur le sol. Malheureusement, il y a des chances qu'elles soient très détendues ici. Donc dans ce tuto, vous verrez, il y a une partie sur les matériaux. Et je vous montrerai des solutions pour travailler les matériaux sans les UV. Donc ce sera extrêmement pratique, pardon. On va utiliser ce qu'on appelle des World Aligned Materials. Qui sont du coup assez cool. Donc moi je vais aller rester ici sur une DA très minimaliste avec du blanc. Par contre sur ces objets là je vais pouvoir venir mettre un peu des matériaux. Alors je tiens à préciser juste pour votre vocabulaire, là ce que vous faites c'est que vous mettez des matériaux, vous mettez pas des textures, d'accord? Les textures sont ce qu'on utilise sur les matériaux, c'est-à-dire que les textures aident le matériau à fonctionner, mais les textures ne sont pas le matériau, ok? Vous verrez quand on fera encore une fois le module sur tout ça, qui est un module qui est assez important de ce cours. Et du coup, voilà, donc là, vous voyez, vous pouvez les attribuer et apprécier un petit peu là. Alors, les petites sphères que vous voyez là, ce sont des shading balls. Donc, c'est des sphères qui sont faites spécifiquement pour recevoir des matériaux. Et c'est pour ça que là, on les utilise pour ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On pourrait faire. On n'a pas de toit, mais c'est pas très grave. On peut venir un petit peu mettre de la lumière éventuellement. Donc aller ici dans Point Light. Oui, aller dans Light. Et dans Light, on peut venir se mettre par exemple, une petite sphère au-dessus là du luminaire. Pour faire comme s'il envoyait de la lumière. Pas trop forte, mais quand même un petit peu. Peut-être on peut teinter aussi. Bon, je vais rester sur une lumière blanche quand même, blanche ou jaune, mais je vais venir faire ça ici. Alors vous pouvez faire un Alt et dupliquer pour la mettre de l'autre côté. C'est pas très heureux pour l'instant, on va voir à quoi ça ressemble quand on build. On va faire pour visualiser en fait à quoi ressemblent vos lumières, vous pouvez tout simplement sauvegarder ici et cliquer sur Build. Et il y a différents niveaux de qualité. Vous voyez, par exemple là, vous avez les qualités donc Preview. Et donc si on va voir à quoi ça ressemble avec la Preview. Et après, on va refaire une construction en production, donc qui sera un peu plus quali. Moi, en l'occurrence, là, j'utilise une 2080 Ti, donc c'est une bonne carte graphique qui calcule assez vite tout ça. Vous voyez que là, il y a des trucs bizarres. Vous voyez là, les petites lignes et tout. Pourquoi? Parce que là, on est en preview, donc on va essayer de faire le même calcul en production. Donc je sauvegarde et je calcule en production. Vous voyez que l'environnement lumineux a changé par rapport à tout à l'heure quand même, hein. On n'est plus exactement sur la même chose. Je vais faire un build en production. Ça va être un peu plus long, mais au moins je vais pouvoir vous montrer un petit peu les étapes par lesquelles il passe. Donc là, vous voyez, vous avez en fait dans votre Windows ici ce petit onglet qui s'appelle Swarm Agent. Et vous pouvez du coup voir comment Swarm Agent progresse dans son calcul de la lumière. Et en fait, il passe par différentes étapes qu'on voit en bas ici. Donc, il exporte la scène, il commence à calculer donc à voir un peu comment sont les masses de lumière, il émet les photons, parce qu'il faut imaginer que vraiment les lumières, c'est des petits, elles envoient des petits rayons qu'on pourrait comparer à des photons dans la réalité. Et du coup, ces photons, ils sont récupérés par les caméras. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont collectées. Collecting photons, ça récupère tout ça. Alors là, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu peur quand j'ai vu le fond. Mais du coup, les photons, voilà, ils sont récupérés. Ensuite, on en fait, en fait, les informations qu'on interprète, on les crée et on en fait des textures en fait qu'on drop sur les différentes surfaces. Et donc là, vous voyez, par exemple, si je déplace mon bloc, bon, c'est très discret, mais on va prendre un bloc qui a des ombres. Vous voyez ici, ça redevient blanc. Et là, on a du noir, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, vraiment, pour tous les objets qui sont statiques, les ombres sont transformées en texture et sont appliquées sur les objets. C'est exporté, donc le calcul de Swarm Agent il est exporté, après il est importé dans la scène et on en fait un petit fichier qui utilise du coup ce qu'il a calculé pour
afficher les ombres. Et là, vous pouvez voir des ombres un peu dégueu, elles sont vraiment pas belles. Et ça, c'est la directional light qui est responsable de ces lumières. Donc on va juste cliquer ici sur la directional. Et donc il s'appelle light source dans ma scène, mais qui est une directional light, hein, si vous la droppez comme ça, c'est une directional. Et on va la mettre en movable. Et là, regardez, d'un coup, les ombres, elles se sont quand même beaucoup améliorées. Moi, de manière générale, dans mes scènes, la directionnelle est quasiment tout le temps en movable. Et vous voyez que vous pouvez, je vais désactiver juste le snapping ici, mais vous pouvez la faire se déplacer dans la scène pour avoir des ombres plus ou moins différentes. Donc après là, ça va vraiment dépendre de l'ambiance que vous voulez avoir dans la scène. En l'occurrence, moi, je vais pas faire trop de choix, je vais rester sur un truc un peu comme ça là, qui est donc vous pouvez mettre plus ou moins de luminosité, vous voyez sur la directionnelle là. Maintenant qu'elle est en movable, en fait, vous voyez en direct les effets qu'elle a. Donc vous pouvez la teinter un petit peu, par exemple vous mettre une petite couleur un petit peu bleutée ou un petit peu là j'aime bien là, c'est ce qui est un peu dans l'orange. Et puis voilà. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Alors vous pouvez normalement augmenter en fait certains paramètres, par exemple bah, des lumières pour qu'elles soient plus ou moins qualitatives. C'est ce qu'on verra dans un cours un peu plus avancé sur les world settings, mais qui est pas tout de suite. Et là, on a une petite base. Alors, si vous voulez voir à quoi ça ressemble sans toutes les icônes, là, vous tapez sur G et vous allez voir. Vous pouvez aussi appuyer sur F11 et voir ce que vous avez fait en plein écran. Donc là, en plein écran, je peux remarquer certaines choses. Alors là, vous voyez, sur ce fauteuil, donc si je déplace, on peut voir que les ombres, elles sont marquées vraiment de manière très grossière en fait sur le fauteuil. Donc ça, c'est dû à un truc qui s'appelle en fait vous pouvez calculer en gros la qualité des ombres. Comment dire? Je vous ai expliqué un tout petit peu plus tôt que les ombres étaient calculées en fait avec des textures. Et donc là, ce qu'on voit, les pixels, vraiment tout ce qui est noir, là, c'est vraiment une texture noire qui est collée sur le fauteuil. Donc si vous venez ici et que vous cliquez sur votre fauteuil et que vous allez ici dans l'onglet Lighting et que vous mettez par exemple Overhidden Lighting Map Res et que vous mettez par exemple 512, bah, maintenant la résolution de la texture de la light map de ce fauteuil, elle sera en 512. On peut faire la même chose sur celui-là, qui est un peu moins dégueu mais qui est quand même un petit peu dégueu. Donc là je vais essayer de regarder les endroits où c'est pas très précis au niveau du calcul. Je vais essayer un petit peu d'améliorer tout ça. Donc on va regarder. Voilà, ça a l'air d'aller comme c'était vraiment sur le fauteuil que là sur la banquette, c'était vraiment pas fou. Et on va réessayer de refaire un build du coup pour voir si c'est de meilleure qualité. Donc là on est vraiment sur la première scène avec les premiers petits trucs qu'on commence à régler. Bien entendu dans le tuto on va aller plus loin hein, sur la compréhension de ces réglages et de comment on peut gérer tout ça. Donc je laisse le rendu tourner, hein, je vais pas couper. Et vous voyez, quand vous avez ce message rouge, la Lighting Need to be Rebuilt, c'est juste qu'il faut que vous refassiez une étape en fait en processing de build justement. Donc c'est assez important d'y penser, de le faire de temps en temps. Des fois c'est pas utile, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont travailler les lumières à la fin. Moi j'aime bien des fois faire un peu au fur et à mesure pour voir à quoi ça ressemble. Updater, je considère que le lighting fait partie à part entière de la scène. Donc là c'est tout noir, c'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. Bon, ça s'est actualisé. C'est un peu mieux. Vous voyez là, j'ai augmenté la qualité de la Lightmap Res et donc vous voyez que j'ai plus de bavures noires sur le fauteuil. Donc le terme pour les bavures noires qu'on vient de corriger là, ça s'appelle un light bleed. Donc light bleed parce qu'en fait bah voilà, la lumière coule entre guillemets, hein, c'est un peu bizarre mais du coup voilà. On va créer une caméra, donc on va venir ici sur les place actors, on va créer une caméra. Et notre caméra, on va l'incarner. Donc là, vous voyez, vous la voyez pas, elle est invisible parce que je vous rappelle, j'ai appuyé sur G. Donc du coup, c'est G, ça cache tout ça. On va juste, bah, je vais rester en G et je vais venir ici dans Perspective et je vais cliquer sur Camera Actor et on va appuyer sur F11 ensemble pour justement voir un petit peu ce qu'on a fait. On peut venir ici en haut à gauche dans les options du viewport. Et vous voyez que vous avez un screen percentage qui peut augmenter aussi ou réduire la résolution. Vous voyez l'image là, elle se pixelise plus ou moins. Donc moi en l'occurrence j'ai mis au max parce que bah, ma carte graphique le permet et que bah, du coup j'ai des meilleurs détails en fait sur les aimants que je vois. Euh, et on va venir ici par exemple, on va refaire F11, on va agrandir un petit peu. Donc je ne vous l'avais pas forcément montré mais vous pouvez déplacer comme ça les différentes barres de votre interface.
Et on peut par exemple, quand on est sur la caméra ici, donc la caméra là, comme je la vois pas dans la scène, je peux la sélectionner avec les onglets ici du World Outliner. Et je vais pouvoir venir, par exemple, dans son Camera Settings, ici, gérer ses différentes propriétés. Par exemple, je peux bouger sa field of view. Genre là, je peux choisir par exemple de mettre un field of view qui est un petit peu écrasé comme si c'était une vue un peu orthographique. Je peux régler aussi l'aspect ratio. Vous voyez, ça peut vraiment changer du tout au tout l'aspect de votre image. On va rester sur un truc à peu près cohérent. Donc là, vous pouvez déjà vous amuser à essayer de placer votre caméra dans la scène. Et vous voyez que la focale est extrêmement importante. Donc là, par exemple, je peux me mettre ici, essayer d'avoir une focale plus ou moins serrée pour montrer, vous voyez la différence entre ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Généralement, vous savez, quand on fait des ventes d'appartements, les mecs, ils aiment bien se mettre dans les coins comme ça et mettre la focale à fond pour montrer comment la pièce est grande et tout. Et quand vous arrivez dans la réalité, en fait, c'est tout rikiki. Mais bon, voilà, ça c'est d'autres petites techniques. Donc là, on peut par exemple placer notre caméra à un certain endroit, essayer de voir si on peut explorer d'une certaine manière, essayer de créer de l'image à partir de tout ça. Un des trucs sur lequel on peut avoir le contrôle aussi, c'est si vous voulez ressortir de votre caméra à un moment, vous avez juste à cliquer ici sur la petite languette et vous allez sortir de la caméra. Je vais réactiver le mode G pour voir un petit peu où sont les choses. Et vous avez ici un onglet qui s'appelle, enfin un onglet, un paramètre qui s'appelle Atmospheric Fog. Et du coup, cet Atmospheric Fog, vous pouvez par exemple gérer dedans. Alors, il me semble qu'il n'est pas lock, qu'on peut bouger la lumière. Je vais le mettre dans la même direction que la directional light. Je vais rebaisser ici un petit peu mon screen percentage parce que là, j'ai l'impression que ça lagouille un petit peu ce que je fais. Donc, je vais essayer de régler ça. Tac, alors, vous pouvez copier, par exemple, si je veux que la directionnelle et l'atmosphère fog aient la même orientation. Vous voyez, l'atmosphère fog, il me semble qu'il est responsable de la position du soleil. Alors là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais vous voyez, si le soleil arrive dans cette direction, ça peut être cool que ce soit à peu près cohérent que lui aussi. Je vais juste tester un truc. Default brightness. Ouais, ça a pas l'air de trop changer. Je vais cliquer sur le soleil là-bas. Ça m'a mis, vous voyez, dans le blueprint ici qui s'appelle BP Sky Sphere. Et du coup, BP Sky Sphere, on peut voir que là actuellement, Directional Light Actor, c'est la light source. Ah, vous voyez, ici, quand vous touchez le sun brightness, vous pouvez avoir un soleil qui est plus ou moins puissant. Vous pouvez aussi régler par exemple l'opacité des nuages. Et en vrai, c'est des choses qui ont une incidence parce que par exemple, si vous avez une caméra comme ça qui regarde et que vous voyez que la caméra, enfin le cloud opacity a quand même de la puissance sur la manière dont la scène elle s'affiche quoi. Enfin un impact, pardon, pas de la puissance, c'est un impact. Juste tester. Faut pas... Donc là, vous voyez, c'est lock. Je pense que si je supprime ici l'affiliation avec la light source, je vais voir maintenant si ça change quelque chose ou pas. Notre soleil est là, et maintenant notre soleil, il me semble qu'on peut vous voyez, on peut le déplacer carrément. Donc là, j'ai enlevé le directional light actor. Maintenant, je peux carrément déplacer le soleil à la mano, le mettre plus ou moins haut. Alors, plus ou moins haut dans le ciel, on va dire que non. Si, voilà. Plus ou moins haut dans le ciel, vous voyez, avec le sun height, pour justement avoir quelque chose de plus ou moins prononcé. Donc là, j'ai une ambiance lumineuse un peu crépusculaire. Si je passe en négatif, normalement, ça met la nuit. Et vous voyez que la nuit, j'ai carrément un ciel étoilé. Donc, et vous pouvez même après plus tard, il me semble, régler le stars brightness pour que les étoiles soient plus ou moins visibles sur votre scène. Donc ça, c'est assez cool. J'ai perdu le soleil. Je sais pas où il est passé. Hop, il est là, il était juste en dessous. Sous la ligne d'horizon. Bon voilà, on va pas aller trop loin dans le réglage. Je pense que la prochaine leçon, vous allez voir, on va carrément refaire une scène de A à Z en allant un peu plus loin dans l'ambiance et tout. Mais là, écoutez, bah, j'ai un truc à peu près. Voilà, on a surtout manipulé, hein, c'était ça l'objectif. Sun disk, je vais essayer de mettre un truc abusé pour voir si ça change. Non, ça change pas du tout au tout. Par contre, la brightness, oui, hein. Hop. Comment on fait si on veut prendre des screenshots de ce qu'on a fait? Bah, je vais passer en mode plein écran ici. Maintenant, je vais prendre un petit screenshot comme ça avec les étagères et tout. Bah, vous pouvez juste à tout moment venir cliquer sur ici la petite languette et faire High Resolution Screenshot. Et vous savez, ça va vous. Donc, je vais faire ici le text screenshot. Tac.
et il me dit qu'il m'a sorti le screen. Donc ça m'a ouvert un petit dossier. Donc là, vous avez votre screenshot au propre, sans les éléments de l'interface qui sont dessus. Donc c'est pas trop mal. Après, vous pouvez multiplier. Par exemple, là, on va espérer qu'on va pas crash, mais si je mets deux fois, donc je refais un screenshot. On a les deux screenshots qu'on a pris, donc le 0 et le 1. Vous voyez que le poids déjà est pas le même. Là, on est sur un truc qui vaut 2 MO. Là, on est sur un autre qui vaut 7. Donc là, en termes de résolution, ici, on est en 1920 par 980. Et sur celui-là, on est en 3840 par 1959. Donc déjà, on n'est pas sur le même niveau de détail. Et sur celui-là, du coup, on peut beaucoup plus zoomer en fait sur les éléments comparé à l'image tout à l'heure parce que tout simplement, on a une résolution qui est plus grosse. Alors, mettez pas des valeurs impossibles là-dedans parce que le problème, c'est que ça peut vous faire crash. Donc toujours crash, ça veut dire que votre logiciel il se ferme quoi. Il réussit pas à processer ce qu'il voulait faire et du coup il s'éteint. Et du coup bah des fois ça peut peut-être un peu vous embêter. Euh, on va voir une dernière chose avant de passer à l'étape suivante, c'est qu'en fait dans votre caméra ici, vous avez, on a vu le field of view et l'aspect ratio qui sont vraiment les trucs de base. Et on aura un cours, il va y avoir un tuto intégralement sur le processing, mais du coup, sur les post-processing, pardon. Vous avez ici des options sur votre caméra quand vous l'incarnez. Par exemple, lentille. Vous pouvez régler ici la puissance, par exemple, des blooms, vous voyez sur l'image. Vous pouvez aller explorer, par exemple, chromatique aberration. Ici, si vous activez l'intensité, vous avez la possibilité d'avoir plus ou moins une aberration chromatique sur votre image. Donc ça, l'avantage par rapport à d'autres paramètres dans Unreal, c'est que c'est vraiment extrêmement visible. Quand vous bougez, par exemple, ici le color grading, la balance des blancs, donc color grading, balance des blancs ici, vous voyez que on voit instantanément ce que ça change hein, sur l'image. Il n'y a pas trop besoin d'attendre. Au global, par exemple, si vous voulez retoucher le contraste, vous voyez directement ce que ça fait. Donc ça, c'est des choses qu'on va peut-être un peu plus explorer par la suite, mais que déjà là, dès ce premier exercice, vous pouvez commencer à un peu manipuler euh, pour voir ce que ça peut bouger, ce que ça peut changer. Et du coup, vous allez voir qu'elles sont très complètes ces options de caméra et de post-process et qu'elles sont vraiment vraiment très pratiques dans Unreal Engine 4. Allez, on met un terme à cette leçon et on se retrouve tout de suite avec une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci plus complète où on va carrément poser un landscape, créer une étendue d'eau géante et essayer d'aller explorer des outils un peu dans la palette des modes ici. Et vous allez voir, c'est super cool. À tout de suite.